Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui au secret des affaires. Le principe de transparence inhérent au droit de la commande publique soulève très souvent la question du respect des secrets protégés par la loi, et en particulier du secret des affaires. Que ce soit au stade de la passation des contrats de la commande publique ou au stade de leur exécution, les opérateurs économiques sont en effet conduits à dévoiler des éléments de leur savoir-faire. Des mécanismes de protection de leur secret des affaires existent, mais cette protection est loin d'être absolue. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Benoît Neveu, avocat associé au sein du cabinet Lacourte Raquin-Tatar, qui va tout d'abord revenir sur la notion de secret des affaires et sur les différents secrets d'affaires. Il fera ensuite le point sur les dispositifs de protection de ces secrets ainsi que leurs limites. Ce webinaire permettra enfin de présenter les différentes actions contentieuses susceptibles d'être mises en œuvre pour prévenir, faire cesser ou réparer les atteintes au secret des affaires. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet Questions dans le module GoToWebinar. Maître Neveu, je vous laisse la parole. Merci Richardo, et merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci au moniteur à République Info d'avoir organisé ce webinaire et de nous donner l'opportunité d'échanger aujourd'hui sur ce thème du secret des affaires et de la commande publique. Alors, Richardo vous a présenté le contenu brièvement de notre intervention d'aujourd'hui. Tout praticien, je dirais, de la commande publique a déjà eu à connaître, de près ou de loin, de la problématique du secret des affaires, qui, il faut l'admettre, est souvent plus source d'interrogation que de certitude. Mon constat comme avocat depuis une vingtaine d'années en droit des contrats publics et en droit de la commande publique, c'est que ce sujet, que l'on rencontrait de manière encore très ponctuelle, il y a encore quelques années, ponctuelle parce que c'était essentiellement quand il s'agissait d'appliquer ou pas la loi CADA et de donner suite à des demandes de communication administrative relatifs à des marchés publics ou à d'autres types de contrats publics, eh bien, ce sujet du secret des affaires et de la commande publique est aujourd'hui de plus en plus prégnant, tant au stade de la passation des contrats que d'ailleurs de l'exécution. Et je pense que c'est directement lié à l'importance de la donnée en termes d'information des candidats dans le cadre de la passation des contrats, avec des dossiers de consultation de plus en plus fournis, des demandes de précision et d'information de la part des candidats qui sont de plus en plus importantes. Importance de la donnée également au niveau de l'exécution, notamment dans le contrôle de l'exécution des contrats publics. L'objet de l'intervention d'aujourd'hui, c'est de synthétiser autant que possible les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, dans le cadre de la passation et de l'exécution des contrats publics, et de synthétiser l'état du droit en la matière et les actions qui peuvent être menées. Alors, premier temps, revenir brièvement sur la notion évidemment de secret des affaires, le secret des affaires et même les secrets des affaires. Le secret des affaires, il a été véritablement défini légalement simplement en 2018, avec la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires et l'article L151.1 du Code de commerce qui nous indique qu'une information protégée par le secret des affaires, c'est une information qui satisfait 3 critères, que je résumerai comme l'originalité et l'accessibilité limitée, c'est le premier critère. La loi nous dit que l'information ne doit pas être en elle-même ou dans sa configuration, dans son assemblage, généralement connu ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité. C'est une information qui est difficilement accessible et qui représente une certaine originalité. C'est une information, deuxième critère, qui a une valeur commerciale, effective
ou potentielle, cette valeur étant tirée justement de son caractère confidentiel, secret. Et troisième critère, c'est une information qui fait d'ores et déjà l'objet d'une protection raisonnable, c'est-à-dire que le détenteur de l'information agit de manière à en conserver le secret. Cette information, cette définition, pardon, elle résulte du droit européen, c'est la transposition de la définition européenne qui résulte elle-même d'une directive de juin 2016. À noter que à l'occasion de la transposition de cette directive, la notion de secret des affaires a substitué dans la plupart des textes en droit français la notion de secret en matière industrielle et commerciale que l'on peut considérer globalement équivalente et qui préexiste. Alors, quand on parle de secret des affaires, en fait, c'est plutôt les secrets des affaires. Quelles sont les catégories d'informations qui sont protégées? Trois grandes catégories généralement distinctes. Première catégorie, c'est le secret des procédés. On vise par là les techniques de fabrication, le contenu de tout ce qui est après à recherche-développement, les informations qui traduisent un savoir propre des opérateurs économiques, toutes les spécificités techniques d'un procédé, d'une solution qui est développée par l'opérateur économique. Deuxième type de secret, c'est le secret des informations économiques et financières. Alors évidemment, tout ce qui a trait à la situation économique, à la santé financière, à l'état de crédit d'une entreprise, également ses effectifs, tout ce qui est de nature à révéler son niveau d'activité. Troisième point, c'est du secret des affaires. Troisième catégorie, le secret des stratégies. Et là, on touche directement au prix, aux pratiques commerciales, aux stratégies techniques financières mises en œuvre par une entreprise, au plan de financement, au montage juridico-financier que va pouvoir proposer tel ou tel opérateur économique en réponse à des soumissions publiques. Voilà les trois grandes catégories de secrets des affaires qui doivent être distingués évidemment de d'autres types de secrets qui sont protégés par la loi et qui sont souvent confondus. Je pense notamment au secret à la protection de la vie privée, aux données personnelles, qui sont, on pourrait en faire tout un webinaire également, qui sont des sujets spécifiques avec des protections spécifiques et qu'on confond parfois avec le secret des affaires. Quand on dit secret des affaires, c'est vraiment ces trois éléments. Alors, une fois qu'on a présenter cette définition générale, quelles sont les protections du secret des affaires? Aujourd'hui, on va organiser la présentation autour de cette notion de protection. Pourquoi? Parce que en le prenant sous l'angle de la protection du secret des affaires, ça permet d'identifier à la fois les droits des opérateurs, les limites à l'action de la personne publique et les contraintes qui en résultent en matière de commande publique. Deux types de protection, les protections par la loi, ce qu'on va voir dans un instant, et les protections par le juge. Protection par la loi, deux grands types de dispositifs de protection légale. C'est le principe général de confidentialité, dont on verra qu'il est très présent en matière de commande publique, et puis ce sont les règles d'accès, je dirais même d'accès encadré aux documents administratifs. Le principe de confidentialité, il est affirmé par toutes les directives européennes en matière de contrat public, qu'il s'agisse des directives en matière de marché public ou en matière de contrat de concession. Et il concerne principalement la confidentialité des offres. L'article 21 de la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics pose par exemple une double obligation, à la fois une obligation de confidentialité à la charge du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire que le pouvoir adjudicateur a pour obligation et pour contrainte de ne pas divulguer les renseignements qui lui sont communiqués à titre confidentiel par des opérateurs, et en particulier, nous dit la directive, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres, et obligation également à la charge des opérateurs économiques
compte tenu de ce que les pouvoirs adjudicateurs peuvent eux-mêmes imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qui peuvent leur être mises à disposition pour élaborer leur. Ces obligations de confidentialité issues du droit européen, elles sont bien entendu transposées en droit français avec maintenant, dans le Code de la commande publique, un article très clair sur le sujet, l'article 2132.1 pour les marchés publics, qui a son pendant au 3122-3 pour les contrats de concession, et qui dispose que l'acheteur public ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires. L'acheteur public ne peut communiquer les informations couvertes par le secret des affaires. Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies puissent être divulguées. Cette interdiction de communiquer des informations couvertes par le secret des affaires, on verra qu'elle peut avoir quelques tempéraments qui sont apportés par le juge, et ce sera dans la deuxième partie de notre exposé. Pour mémoire, d'autres règles également dans le Code de la commande publique visent à préserver la confidentialité des offres. C'est-à-dire qu'on a une obligation à la charge du pouvoir adjudicateur d'assurer la confidentialité des candidatures et des offres, de mettre en place dans les dispositifs de communication, d'échange, de stockage d'informations, des dispositifs qui soient garants de cette confidentialité des offres. Focus particulier sur les procédures qui donnent lieu à dialogue ou à une négociation, c'est-à-dire que quand on est dans un appel d'offres, c'est simple, vous recevez les offres, il est relativement aisé de préserver la confidentialité des offres. Le pouvoir adjudicateur reçoit les offres, les analyse et n'a pas vocation à dévoiler le contenu de l'offre d'un candidat, notamment à un autre candidat. Où ça devient beaucoup plus sensible, c'est quand vous avez des procédures avec dialogue ou avec négociation, où là, eh bien, dans le cadre des discussions que le pouvoir adjudicateur ou l'autorité concédante, la concession, va engager avec les soumissionnaires, eh bien, dans le feu de la discussion, il pourrait être amené à dévoiler les éléments de l'offre d'un candidat à un autre candidat. Et là, on se heurte potentiellement, effectivement, à une violation du secret des affaires et à une rupture d'égalité de traitement des candidats. C'est-à-dire que là, la violation du secret des affaires peut entraîner directement une rupture d'égalité de traitement et donc une irrégularité dans la procédure. Donc on est vraiment dans les cas de procédures dans lesquelles eh bien, la protection du secret des affaires revêt un aspect procédural très sensible et très important. Dernier point autour de ce sujet de la confidentialité des offres. Pour limiter les risques de divulgation d'informations sensibles et ensuite de mise en cause de la personne publique par un ou plusieurs candidats dont le secret des affaires aurait été méconnu, eh bien, la pratique s'est développée de mettre en place des chartes de confidentialité ou des engagements de confidentialité qui sont signés par les personnes qui sont associées à la procédure de passation du contrat et qui ont accès directement ou indirectement au contenu des offres, qu'il s'agisse des agents de la personne publique qui passent le contrat, d'assistants à maîtrise d'ouvrage, d'élus ou autres. Des engagements de confidentialité peuvent être signés qui rappellent aux intéressés leurs obligations en la matière, qui rappellent les limites et qui précisent les risques induits en cas de diffusion d'informations couvertes par le secret des affaires. Voilà pour le principe de confidentialité qui concerne donc essentiellement la passation du contrat. Pour l'exécution du contrat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet de confidentialité et de protection du secret des affaires, mais il faut admettre que l'arsenal juridique et la loi comportent peu ou pas véritablement de dispositions, en tout cas en matière de commande publique, s'agissant de cette protection du secret d'affaires au stade de l'exécution du contrat. Et donc,
ce qu'il importe de faire alors, c'est avant tout aux parties d'organiser contractuellement cette protection du secret des affaires en s'appuyant sur les dispositions du code général, du code de commerce, les dispositions générales du code de commerce qui développe cette notion de secret des affaires et les différents dispositifs de protection qui sont susceptibles d'être mis en œuvre, mais également en veillant, et c'est tout l'enjeu des stipulations contractuelles à insérer, tout l'enjeu, c'est également de préserver les prérogatives de la personne publique et en particulier son droit de contrôle de l'exécution du contrat. Qu'il y ait un secret des affaires, que des informations qui résultent de l'exécution d'un contrat, voire qui sont communiquées à la personne publique autour de l'exécution du contrat, soient couvertes par le secret des affaires, c'est une chose. En revanche, elles ne doivent pas normalement faire obstacle au droit de contrôle de la personne publique sur l'exécution du contrat. Et il y a là comment dirais-je, un équilibre à trouver et la recherche véritablement de la nécessité pour l'exercice du contrôle, eh bien, d'obtenir ou pas l'information en question. Passons maintenant au deuxième dispositif légal de protection du secret des affaires. Ce sont les règles d'accès aux documents administratifs. Et en distinguant deux phases, avant et après la signature du contrat. Avant la signature du contrat, les documents qui sont relatifs à la passation du contrat, qu'ils émanent des candidats ou du pouvoir adjudicateur ou de l'autorité concédante, ne sont normalement pas communicables. La personne publique a certes une obligation de communiquer des documents administratifs qu'elle détient, mais on sait que cette obligation, elle ne concerne que les documents achevés. Et les documents achevés, les documents relatifs à la passation d'un contrat et les documents remis par les soumissionnaires à l'attribution d'un contrat deviennent des documents achevés, normalement, après la signature du contrat. Il y a quelques exceptions. Sont communicables avant la signature du contrat, eh bien, les documents qui vont se rattacher à une phase de la procédure, nous dit la commission d'accès aux documents administratifs, documents qui peuvent être rattachés à une phase de la procédure qui peut être isolée des opérations d'attribution proprement dites du contrat. C'est par exemple la délibération qui décide de lancer l'appel d'offres, c'est par exemple l'appel à la candidature, ou encore le dossier de consultation qui peuvent être communiqués avant la signature du contrat. Mais pour l'essentiel, les documents ne deviennent communicables qu'après la signature du contrat. Et ils ne deviennent communicables, c'est là que nous rejoignons notre sujet d'aujourd'hui, que sous réserve du respect des secrets protégés par la loi. Et parmi le secret protégé par la loi, il y a le secret des affaires ou le secret en matière industrielle et commerciale, si on veut se référer à la terminologie exacte utilisée par le Code des relations entre le public et l'administration. Alors, pour savoir ce qui est protégé ou pas par le secret des affaires dans les documents relatifs à la passation d'un marché public ou à un contrat public, il y a toute une typologie. Que faut-il faire? Se référer évidemment aux avis et conseils rendus par la commission d'accès aux documents administratifs, mais ces avis et ces conseils, ils sont extrêmement nombreux et pas toujours, il faut l'admettre, toujours parfaitement cohérents entre eux au fil des années. Un bon outil, c'est la synthèse que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été établie il y a quelques années et qui est régulièrement mise à jour, établie par la Commission d'accès aux documents administratifs en collaboration avec la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et qui permet d'avoir une typologie en 3 temps, voilà, parcourir les éléments qui sont communicables sans restriction, les éléments qui sont communicables sous réserve de l'occultation de certaines mentions, et les éléments qui sont communicables, qui ne sont jamais, communicables. Les éléments qui sont communicables sans restriction,
Pour faire simple, ça va être essentiellement les éléments qui vont émaner de la personne publique. Les éléments, les documents de procédure du type avis d'appel à concurrence, cahier des charges, règlement de consultation, avis d'attribution, méthode de notation des offres, etc. Ces éléments-là sont des éléments qui sont communicables sans restriction, nous dit la CAD. Plus délicat, ce sont les éléments qui sont communicables après occultation des mentions couvertes par le secret et des mentions couvertes par le secret des affaires notamment. On vise par là l'ensemble des pièces contractuelles, donc le contrat, ses annexes, ses avenants, qui sont communicables sous réserve d'occulter les mentions couvertes par le secret des affaires, notamment. Donc, ça va être les mentions qui renvoient au secret des procédés, au secret de la stratégie économique et financière, au secret technique. L'ensemble des pièces de l'attributaire du marché, à l'exception de son offre de prix détaillée et du mémoire technique. Le rapport d'analyse des offres est également communicable en ce qui concerne l'attributaire sous réserve d'occulter bien le détail financier de l'offre de l'attributaire, on verra. Pour ce qui concerne les entreprises non attributaires, le montant global de leur offre peut être communiqué, mais pas le détail technique et financier de leur offre. Également, dans la typologie qui est dressée, on voit que les rapports annuels du délégataire peuvent être communiqués à des tiers sous réserve, là encore, de l'occultation des mentions couvertes par le secret. Je l'ai dit, les offres des prix globales des entreprises non retenues des tributaires. En phase d'exécution, le décompte général et définitif d'un marché, les bons de commande, les ordres de service, ou encore en matière de concession de services publics, le compte d'exploitation prévisionnel d'un contrat de concession peut être communiqué aux tiers, toujours avec la réserve de l'occultation. Qu'est-ce que ça veut dire la réserve de l'occultation? Pour l'avoir vu en pratique, ça veut dire que si vous avez un compte d'exploitation prévisionnel qui est extrêmement détaillé, notamment au niveau des charges, eh bien, il conviendra de communiquer ce compte d'exploitation prévisionnel en agrégeant les charges pour qu'on ne voit pas, par exemple, l'organisation, pour qu'on ne puisse pas déceler l'organisation et le détail de l'organisation qui a pu être mise en place par le concessionnaire de services publics. Éléments qui ne sont jamais communicables, même après la signature du contrat, le mémoire technique de l'attributaire, son offre de prix détaillée. La plupart du temps, la CADA considère également que le détail quantitatif estimatif remis par le candidat retenu, le DQE, le détail technique et financier des offres, le bordereau des prix unitaires du marché, normalement, n'est pas communicable, la DPGF et également un certain nombre de déclarations qui sont remises à l'appui des candidatures, et notamment les déclarations qui décrivent tous les moyens techniques d'une entreprise, son outillage, son matériel, ses effectifs. Quelques cas particuliers, au-delà de ce que des grands principes généraux que l'on vient d'examiner, dans certaines circonstances particulières, eh bien, la communication de documents qui normalement sont autorisés peut être limitée, voire refusée, par souci de garantir la liberté de concurrence. C'est le cas notamment quand vous avez des marchés qui sont répétitifs, des marchés de fournitures ou de services qui sont lancés de manière très récurrente. La CADA précise que cela peut justifier des adaptations pour ne pas porter atteinte à la libre concurrence, dans l'hypothèse où il est probable que soit passé dans un intervalle de temps rapproché un nouveau marché qui porterait sur le même type de prestations. Deuxième cas dans lequel la communication de documents peut être limitée, c'est le cas des accords cadres multi-attributaires. Tout ce qui a trait à l'accord cadre, on sait que dans ce cas-là, il va y avoir une remise en concurrence des entreprises qui sont titulaires de cet accord cadre multi-attributaire.
ce qui justifie que dans cette hypothèse, eh bien, l'accord cadre et le détail du contenu des accords cadres ne soient pas communiqués aux candidats évincés et évidemment aux autres candidats titulaires de l'accord cadre pour permettre ensuite la remise en concurrence sans que le détail des offres remises par les autres titulaires de l'accord cadre ne soit porté à la connaissance des autres soumissionnaires. Voilà pour les deux grands dispositifs de protection légale du secret des affaires. Confidentialité, encadrement de l'accès aux documents administratifs. Alors ensuite, au-delà de ça, vous avez une véritable protection, normalement, par le juge du secret des affaires, à travers quatre dispositifs principaux. Le juge de la commande publique, qui lui-même, dans le cadre de son office, on va le voir dans le détail, est amené à protéger, mais parfois aussi à lever ce secret des affaires. Le juge du nouveau référé secret des affaires, et puis, plus habituel et plus ancien, le juge civil de la responsabilité et, à certains égards, le juge pénal. Ce matin, nous nous intéresserons avant tout aux deux premiers, le juge de la commande publique et le juge du référé secret des affaires. Alors, le juge de la commande publique, comment protège-t-il le secret des affaires? Eh bien, tout simplement en considérant que la violation du principe de confidentialité et donc la violation, le cas échéant, du secret des affaires couvert par cette confidentialité constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Et donc, pour le juge de la commande publique et avant tout pour le juge du référé précontractuel, eh bien, la circonstance que des candidats aient pu avoir accès et pu disposer d'informations confidentielles relevant du secret des affaires, eh bien, peut entraîner une rupture d'égalité entre les candidats et peut être amené à être sanctionné par l'irrégularité et l'annulation de la procédure de passation du contrat. Et cela, y compris, j'insiste, en l'absence de toute faute de l'acheteur, c'est-à-dire même si ce n'est pas l'acheteur ou l'autorité concédante qui est à l'origine de la diffusion de l'information confidentielle. On a un exemple en jurisprudence où eh bien, des informations sur le contenu des offres avaient fuité, sur le contenu de l'offre d'un soumissionnaire avait fuité dans la presse. Cela concernait procédure d'évolution des concessions de la desserte maritime de la Corse. Eh bien, contenu d'une des offres, enfin éléments liés au contenu d'une des offres produits dans la presse, le Conseil d'État a considéré eh bien, que cette diffusion, cette violation du secret des affaires devait entraîner, entacher d'irrégularité la procédure de passation du contrat, quand bien même il n'était pas avéré que cette diffusion soit le fait de l'autorité concédante. Et le Conseil d'État, dans cette affaire, a cassé l'ordonnance du juge des référés précontractuels de première instance, qui lui avait considéré que puisque ça ne venait pas de la personne publique, il n'y avait pas de rupture de confidentialité. En réalité, la divulgation, lorsque on se retrouve confronté à une divulgation d'informations couvertes par le secret des affaires en cours de procédure, la personne publique doit s'arrêter un temps, surseoir à la signature du contrat afin de se poser la question et d'étudier les conséquences de cette divulgation. Et si on regarde un peu la jurisprudence, on se rend compte qu'en réalité, il lui revient de prendre en compte à la fois la nature et l'importance des informations divulguées. Est-ce que ces informations étaient véritablement utiles, représentent un enjeu dans le cadre de l'attribution du contrat ou sont utiles à d'éventuels autres soumissionnaires pour l'élaboration de leur offre. Et on doit regarder également le stade de la procédure auquel la divulgation est intervenue. Pour être clair, s'il y a une diffusion d'informations couvertes par le secret des affaires après
la remise des offres et surtout la remise des offres finales quand vous êtes dans une procédure avec négociation, il y aura sans doute moins d'enjeux que si cette divulgation intervient évidemment avant la remise des offres finales, où là, la conséquence naturelle serait de mettre fin à la procédure et de recommencer. Pour autant, on se rend compte que la déclaration sans suite de la procédure pour en relancer une nouvelle lorsque il y a une divulgation du secret des affaires en cours de procédure, c'est une solution qui est souvent imparfaite. Pourquoi? Tout simplement parce que les informations qui ont été divulguées, par exemple sur l'offre d'un candidat, peuvent être réutilisées ensuite par ses concurrents dans le cadre d'une nouvelle procédure qui serait relancée à bref délai. Alors, pour éviter cet écueil, vous pouvez par exemple, la personne publique peut décider de modifier son cahier des charges pour que les offres à élaborer ne soient pas les mêmes. Enfin, c'est toujours quelque chose de délicat, ce qui fait qu'on peut être amené à rechercher d'éventuelles solutions alternatives, quitte à déroger d'ailleurs au règlement de consultation. On a un exemple qui est assez topique en la matière, qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État du 8 novembre 2017, Société Transdev, dans lequel la métropole de Lille, métropole européenne de Lille, avait lancé une procédure de concession pour l'attribution du contrat de concession de ces transports publics. 2 candidats en lice et suite à une erreur, est envoyé à l'un des candidats une clé USB dans laquelle figuraient des éléments, notamment le projet de contrat qui avait été remis précédemment par l'autre concurrent. Dans cette procédure, on était vraiment avant la remise des offres. Et donc, un des candidats a connaissance de certains éléments de l'offre de son concurrent. Que faire? Tout annuler? Pourquoi pas? Mais comme je l'ai indiqué, il y avait la nécessité de toute façon de passer à bref délai ce contrat de concession de service public et donc, j'allais dire, le mal était fait. Alors, dans cette procédure, je conseille d'ailleurs la métropole européenne de Lille, on a réfléchi, la solution que nous avions retenue était de dire, eh bien, nous avons des offres améliorées qui étaient certes perfectibles, mais de qualité, renonçons à la demande d'offre finale. Même si le règlement de consultation prévoyait qu'il y aurait bien une demande d'offre finale. Cela a donné lieu à un contentieux. Et dans le cadre de ce contentieux, eh bien, le Conseil d'État, alors que généralement il est très strict sur le fait qu'une personne publique qui a défini des règles de consultation doit les respecter, eh bien, a accepté qu'il soit dérogé à la règle de consultation et au fait qu'une remise d'offre finale était prévue, a accepté qu'il y soit dérogé pour valider le fait que le contrat soit distribué simplement sur la base des offres intermédiaires, des offres améliorées intermédiaires, et précisément pour protéger ce secret des affaires et assurer une conciliation entre les différentes exigences qui étaient en compte. Le juge de la commande publique, il protège le secret des affaires, mais il peut aussi être amené à faire prévaloir les principes de mise en concurrence, et en particulier d'égalité de traitement sur le secret des affaires. Le Conseil d'État nous dit, notamment dans un arrêt du 19 janvier 2011, Société TEP, que les collectivités publiques sont, dans leur activité contractuelle, tenues au respect du secret des affaires, mais que ce secret doit se concilier avec l'obligation d'assurer l'égalité entre les candidats, en l'occurrence à l'attribution d'un marché public. Ce secret doit se concilier avec l'égalité de traitement. Quand on regarde un petit peu la jurisprudence, en réalité, c'est plutôt le secret doit céder
devant l'égalité de traitement lorsque les informations couvertes par le secret sont nécessaires à la mise en œuvre de la procédure, à l'égalité de traitement. Ça vise en particulier les informations qui pourraient être détenues par un opérateur sortant. C'est tout l'enjeu pour une personne publique, lorsqu'il y a déjà un sortant, d'assurer de réduire la symétrie d'information entre le sortant et les entrants, entre les concurrents potentiels entrants. Eh bien, dans ce cas-là, l'opérateur sortant n'est pas fondé à s'opposer à la communication d'informations au pouvoir adjudicateur ou à l'autorité concédante en invoquant le secret des affaires s'il est avéré que cette communication elle est nécessaire pour assurer l'égalité de traitement entre les candidats. Et en cas de différend entre les parties, entre l'opérateur sortant et la personne publique, eh bien, la personne publique a la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande d'injonction de communiquer les informations dans le cadre d'un référé mesures utiles. Il y a plusieurs exemples jurisprudentiels en ce sens. Le juge de la commande publique donc, doit concilier le principe de mise en concurrence et secret des affaires, mais il doit également concilier tout cela avec les exigences du contradictoire. Code de justice administrative, article L611-1, les exigences de la contradiction, principe fort évidemment de la procédure contentieuse, devant le juge administratif, bien, ces exigences de la contradiction doivent être adaptées à celles de la protection du secret des affaires. Ce qui explique par exemple que le juge administratif se soit par exemple reconnu le pouvoir d'ordonner la production d'un rapport d'analyse des offres sans ensuite le soumettre au contradictoire afin d'apprécier si les informations qui étaient contenues étaient susceptibles ensuite d'être communiquées à une entreprise concurrente dans le cadre du recours. Et lorsque, dans le cadre d'une procédure contentieuse, notamment en référé précontractuel, une partie, notamment un opérateur, oppose le fait qu'il ne peut pas produire tel ou tel élément parce qu'il est couvert par le secret des affaires, ou qu'une personne publique refuse de produire un élément en invoquant le secret des affaires, eh bien, le juge peut enjoindre la production de ces pièces, à charge ensuite pour elle de tirer les conséquences d'une intention de production de ces pièces. Ça, ce sont les principes généraux. Il faut savoir qu'il y a quand même, dans le Code de justice administrative, un dispositif particulier qui permet à une partie de ne pas communiquer au débat contradictoire une pièce présentant une pièce qui serait couverte par le secret des affaires, qui comporterait des informations couvertes par le secret des affaires. C'est un dispositif qui est prévu à l'article 412-2-1 du Code de justice administrative et qui prévoit que, confronté à cette situation, la partie en question peut produire un mémoire qui est distinct des mémoires qu'il produit dans le cadre du contentieux et qui précise les motifs pour lesquels il refuse de transmettre aux autres parties une pièce quand il considère qu'elle est confidentielle et qu'elle est couverte par le secret des affaires. Il peut accompagner d'ailleurs ce mémoire d'une version non confidentielle de la pièce et c'est ensuite au juge qu'il revient d'apprécier l'utilité de ces pièces pour la solution du litige. Si le juge considère que véritablement les pièces en question sont utiles, il peut inviter la partie qui se refuse à les soumettre au contradictoire, malgré tout, à produire, à verser au débat cette pièce-là. Et eh bien, si la partie le refuse, on ne peut pas contraindre, on ne peut pas l'y contraindre à verser au débat, mais par contre, le juge en tirera ensuite les conséquences. On voit donc que, y compris du point de vue de la procédure administrative contentieuse, on a des dispositifs de protection, y compris dans le débat contentieux. Alors, ce dispositif de protection du secret des affaires, il atteint quand même certaines limites. Il y a certaines limites qui ont été mises en évidence par un récent arrêt du Conseil d'État du 9 juin 2021, société L'Orélie Conseil,
où l'on a vu que ces dispositifs de protection du secret des affaires se révélaient relativement inefficaces face à ce que j'appellerais la déloyauté de la preuve. Les faits de l'espèce sont simples, on est dans une procédure d'attribution d'un contrat de concession, deux soumissionnaires, le concurrent évincé récupère par des voies détournées avant la signature du contrat le rapport d'analyse des offres et produit ce rapport d'analyse des offres dans le cadre du débat contentieux, dans le cadre du référé précontractuel et s'appuie sur ce rapport d'analyse des offres pour développer certains moyens. On est là face à une violation manifeste du cycle des affaires, puisqu'on est avant la signature du contrat, rapport d'analyse des offres, détail de l'offre de son concurrent, versé au débat contradictoire. Eh bien, dans cette affaire, le Conseil d'État, alors même qu'on était face à un sujet quand même de loyauté de la preuve, puisqu'on avait une preuve qui avait été obtenue par des voies irrégulières, eh bien, le juge accepte malgré tout de se fonder sur ces pièces qui ont été communiquées en violation du secret des affaires, au seul motif que ces pièces ont été discutées contradictoirement. Autrement dit, le juge fait prévaloir le contradictoire, fait prévaloir également d'une certaine manière eh bien, les exigences de mise en concurrence et de protection de la mise en concurrence à travers le référé précontractuel. Mais, et c'est là où la solution est assez peu satisfaisante, cautionne et incite d'une certaine manière à violer le secret des affaires, me semble-t-il, et plus largement la confidentialité des offres et des rapports d'analyse des offres. Ce qui est intéressant, c'est que dans des cas similaires, alors on n'était pas, c'est la première fois que le Conseil d'État se prononçait sur ce point-là, mais il y avait eu plusieurs décisions de tribunal administratif et d'ordonnance. Eh bien, il y a dans d'autres hypothèses, le juge du référé précontractuel avait écarté les pièces des débats et était même allé, c'est l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille, jusqu'à informer le procureur de la République de la violation de ce secret des affaires et qui, comme on le verra, constitue également un secret, une violation, un délit potentiellement pénal. Voilà pour la protection devant le juge de la commande publique, par et devant le juge de la commande publique. Je terminerai avec un autre dispositif de protection juridictionnelle du secret des affaires, c'est le nouveau référé en matière de secret des affaires. Nouveau référé en matière de secret des affaires qui résulte d'un décret du 30 décembre 2019, entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qui intègre dans le Code de justice administrative un dispositif qui existe par ailleurs en droit judiciaire, en droit privé, pardon. C'est donc ce référent en matière de secret des affaires. Il est prévu que lorsque le juge administratif est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou de faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Alors on est là face à un recours qui est tout à fait autonome de tout autre recours, autonome de tout recours en référé au fond, recours qui peut être introduit à tout moment, sans condition de délai et même en dehors de toute autre procédure contentieuse. Les délais de jugement, vous l'aurez compris, ne sont pas encadrés par les textes, mais sont relativement courts compte tenu de l'objet de cette action, faire cesser une atteinte, enfin prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite au secret des affaires. La condition principale, c'est cette atteinte au secret des affaires. Si vous êtes face, il faut démontrer qu'il y a eu obtention ou une utilisation, une diffusion potentielle ou avérée d'éléments relevant du secret des affaires. Et dans ce cas de figure, les pouvoirs du juge, c'est le pouvoir de prononcer des mesures qui sont conservatoires et provisoires, mais qui peuvent être très diverses. Ça peut être une interdiction d'utiliser des informations, ça peut être une injonction d'agir dans tel ou tel sens, ça peut être aussi
d'ailleurs une autorisation d'utiliser les informations, mais en contrepartie d'une garantie financière en vue d'une future indemnisation de l'opérateur économique qui prétend que son secret des affaires serait violé et dans l'attente d'une décision, le cas échéant, au fond, qui confirmerait la violation du secret des affaires. Alors, ce référé en matière de secret des affaires, nouveau référé dans le juge administratif, sa première connaissance, son premier cas d'application, sa première illustration, eh bien, il est précisément intervenu en matière de contrat, en matière de commande publique. C'est une ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 26 octobre 2020, qui a été suivie d'ailleurs par une autre ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2021 et qui concerne des faits similaires. On est dans l'hypothèse de la passation d'un marché public dans lequel le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire les services d'un assistant de maîtrise d'ouvrage, qui se révèle par ailleurs être un opérateur du secteur économique concerné par l'objet du marché, qui de mémoire était le marché des assurances pour les centres hospitaliers. Et cet assistant à maîtrise d'ouvrage, là il était assistant à maîtrise d'ouvrage, mais dans d'autres procédures relativement similaires, eh bien il est concurrent des soumissionnaires des soumissionnaires dans le cadre de la procédure en question. Il est concurrent et nous révèle les deux ordonnances, il a même développé une certaine animosité vis-à-vis d'un des concurrents en lice. Eh bien, dans cette affaire-là, où se posait, vous l'avez compris, un sujet quand même d'impartialité aussi de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, mais sous l'angle secret des affaires, référé secret des affaires introduit par l'un des concurrents, et dans les deux cas, le juge considère qu'il a été démontré avec un degré de vraisemblance suffisant, une atteinte imminente au secret des affaires, compte tenu de ce que l'assistant à maîtrise d'ouvrage, en analysant les offres de ses concurrents, avait pu ou aurait pu avoir dans la deuxième affaire connaissance du contenu des offres de ses concurrents et donc en retirer un avantage concurrentiel pour soumissionner à d'autres marchés. Et dans les deux cas, il a été enjoint au pouvoir adjudicateur d'interdire par tout moyen à l'assistant à maîtrise d'ouvrage d'accéder aux offres. Dans le premier cas, je dirais le mal était fait puisqu'il avait déjà eu accès aux offres. Dans le deuxième, on était dans la prévention de cet accès aux offres. Donc c'est un exemple prégnant d'application de ce référé secret des affaires. Alors, on peut imaginer d'autres applications à venir, par exemple pour prévenir la communication d'informations par le pouvoir adjudicateur ou l'autorité concédante. Je suis opérateur sortant et j'ai transmis des informations à la personne publique, par exemple dans le cadre de son contrôle ou pour un délégataire de service public dans le cadre du rapport annuel. La personne publique s'apprête à produire un certain nombre d'informations que je considère relever de mon secret des affaires dans le cadre de la procédure de consultation, dans le cadre du dossier de consultation. Je considère par ailleurs qu'elles ne sont pas nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des candidats. Et bien dans ce cas-là, je peux essayer de m'opposer à la communication de ces informations et le référé secret des affaires pourrait être un outil à la disposition des opérateurs dans ce cas de figure. Voilà pour le secret des affaires. Très brièvement, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles il va falloir, auxquelles on va essayer de répondre, sans doute pas toutes vu le nombre, mais d'autres procédures. Les opérateurs qui sont victimes de violations du secret des affaires peuvent faire valoir des actions indemnitaires en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions du Code de commerce et aller devant le juge civil. Et puis, dernière chose, le juge pénal, il n'y a pas de dispositif pénal et de délit pénal en tant que tel de violation du secret des affaires. En revanche, il y a un délit d'atteinte au secret professionnel qui peut permettre effectivement d'assurer une protection du secret des affaires. Et puis, vous avez d'autres délits tels que le vol d'informations, la violation du secret
fabrique qui sont également protecteurs du secret des affaires. Je ne m'étends pas plus pour avoir la possibilité, dans les 10 ou 15 minutes qui nous restent, dans la dizaine de minutes qui nous restent, de répondre à certaines questions. Alors, oui, maître, je vous remercie. Donc, oui, comme vous l'avez dit, donc, les participants ont posé un certain nombre de questions quand même sur la thématique. Donc, je vous laisse quelques instants pour en prendre connaissance et puis rester en ligne. Nous revenons très rapidement. Alors, première question, comment réagir? Courrier, action judiciaire lorsqu'un acheteur public publie dans le DCE un BPU, des PGF déjà complétés des prix de l'attributaire du précédent marché. Alors, dans ce cas de figure, si on est effectivement sur un marché qui est pas si présent au marché, avec des caractéristiques similaires au marché en question, on est face à une situation dans laquelle, si on se réfère à l'avis, à la doctrine de la CADA, on serait sur la divulgation, pour moi, d'informations couvertes par le secret des affaires. Comment réagir? Alors, il y a une difficulté, c'est que le mal est d'ores et déjà fait. Alors, on pourrait imaginer comme action de se référer secret des affaires pour éventuellement faire interdire la publication de ces éléments ou avoir une injonction pour que ces éléments soient retirés du DCE, mais pour autant, un certain nombre d'opérateurs auraient déjà eu accès au DCE en question. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de laisser faire la procédure en question ou, le cas échéant, engager un référé précontractuel d'emblée, avant même l'attribution du contrat. On sait qu'un référé précontractuel peut être engagé même en cours de procédure avant l'attribution du contrat pour faire annuler la procédure et faire reprendre. Après, encore une fois, difficulté, c'est que les informations seront d'ores et déjà divulguées. Donc, faire annuler la procédure et qu'elle soit reprise ensuite, avec les mêmes caractéristiques, le secret sera violé. Les seules choses que je vois, c'est a posteriori, si l'opérateur en question, dont les prix ont été divulgués, n'est pas tributaire, d'engager d'éventuelles actions, notamment en responsabilité de l'acheteur public. Alors, autre question. Concernant la slide 19, accord cadre et bon de commande et marché subséquent. J'imagine que c'est lié au fait que j'indiquais que les accords cadres pouvaient être couverts par le secret des affaires, enfin n'étaient pas forcément communicables d'emblée à la différence d'autres types de marchés. Les marchés subséquents, eux, sont susceptibles d'être communiqués, mais toujours avec la même limite, c'est-à-dire que si vous avez dans le marché subséquent le détail des prix et que ce détail des prix, il y a les prix unitaires et autres qui pourront être réutilisés dans le cadre d'une remise en concurrence sur le fondement du même accord cadre, le marché subséquent, le détail de ce marché subséquent, normalement, ne devrait pas être communiqué. La jurisprudence, autre question. La jurisprudence interdit de ne pas respecter les modalités décrites au règlement de consultation. Comment peut-on déroger? Je l'ai indiqué tout à l'heure. Oui, la jurisprudence impose de respecter ce qu'on a écrit dans le règlement de consultation. Pour autant, elle a aussi admis, c'est l'exemple de la société Transdev de 2017, qu'on puisse déroger dans certains cas particuliers, notamment dans le cas
que j'évoquais. Donc c'est une appréciation à avoir qui certes expose ensuite à un risque contentieux, mais cette jurisprudence, on comprend qu'elle n'est pas absolue. Question. Le rapport d'activité d'un concessionnaire est délibéré annuellement. Ce rapport d'activité révèle le chiffre d'affaires de l'entreprise et les différents clients. Les délibérations et les pièces sont communicables. Est-ce que cela signifie que le rapport d'activité du concessionnaire doit être en partie occulté en cas de demande de communication à un tiers? Alors, oui, ça signifie effectivement que le rapport d'activité du concessionnaire fait partie des documents dont la CADA considère qu'ils sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret. Et donc, c'est un document qui, nonobstant le fait qu'il ait fait l'objet d'une délibération et que les pièces annexées à la délibération soient potentiellement communicables, eh bien, il devra y avoir occultation des mentions couvertes par le secret. En revanche, vis-à-vis, et je le précise, c'est souvent une question, vis-à-vis des élus qui siègent dans l'organe délibérant, eux, doivent avoir accès à l'ensemble des pièces qui leur sont communiquées sans occultation. Et c'est leur responsabilité, évidemment, de garder ces éléments confidentiels. On est là, typiquement, dans ce qui est protégé par le secret professionnel est pénalement protégé par le secret professionnel et les délits que j'évoquais tout à l'heure. Alors, question 14. Peut-on refuser de débattre d'un élément soumis au secret des affaires, mais obtenu illégalement par l'autre partie? Le cas échéant, comment répondre? Refuser de débattre d'un élément soumis au secret des affaires, mais obtenu illégalement par l'autre partie, bah, ça me paraît dangereux. Maintenant, compte tenu, moralement, on devrait, si vous voulez mon sentiment, pouvoir refuser de débattre d'une preuve déloyale. Mais en l'espèce, si l'on se réfère au dernier arrêt du Conseil d'État du 9 juin 2011, bah non, on ne peut pas véritablement refuser d'en débattre, puisque le Conseil d'État considère que puisque le document a été versé au débat, qu'il est devenu contradictoire, il peut s'appuyer dessus pour juger, et donc il est de l'intérêt de l'autre partie de débattre de cette pièce et d'apporter la contradiction sur cette pièce-là s'il veut être entendu du juge. Alors, pratiquement, mais aussi juridiquement, qui doit prendre la responsabilité des informations communiquées ou non? Le titulaire du droit au secret, c'est-à-dire l'entreprise, la personne publique, autrement dit, qui doit prendre la responsabilité de caviarder les informations communiquées. Alors, à mon sens, celui ou celle qui prend la responsabilité de la communication des informations dans le cadre d'une consultation, puisque je comprends que cette question vise ce cas-là, c'est la personne publique. En revanche, ce que je conseille, moi, traditionnellement, c'est que pardonnez-moi le terme, ce caviardage soit, dans la mesure du possible, réalisé en concertation avec l'entreprise concernée. Consulter l'entreprise concernée pour qu'elle indique ce qu'elle considère comme relevant du secret, premier temps, et ensuite, ne pas prendre pour argent comptant forcément ce que l'entreprise va indiquer ou souhaiter vouloir protéger, avoir une appréciation la plus critique possible, et ensuite la personne publique prend sa responsabilité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir caviardé en concertation avec le titulaire du droit au secret, pour reprendre les termes de la question, permet d'une certaine manière de limiter ensuite les risques de contestation de la part de cette entreprise qui ferait valoir le fait que son secret des affaires aurait été méconnu. La responsabilité, c'est celle de la personne publique, mais elle me paraît pouvoir être limitée ou pesée
en associant l'entreprise. Article R412-2-1 du Code de justice administrative, existe-t-il l'équivalent devant le juge judiciaire dans le cadre du contentieux des contrats privés soumis à la commande publique? C'est une colle. J'ai pas la réponse sur ce point-là. Alors, le 412-2-1, rappelons-nous, c'est le dispositif qui permet de produire un mémoire pour expliquer pourquoi on ne souhaite pas protéger, on ne souhaite pas verser une pièce au débat. J'avoue qu'on est sur de la procédure judiciaire, qu'on est dans un cas auquel je n'ai jamais été confronté. J'ai pas la réponse sur ce point-là, mais si je pourrais répondre plus précisément si la personne en question se désigne, on pourrait apporter des éléments de réponse dans un second temps. Est-ce qu'on a encore du temps pour des questions? Vous pouvez répondre pardon, si vous voulez à encore une ou deux questions. Alors, comment préserver le secret des affaires lorsque l'on a recours à un AMO ou un consultant pour aider à analyser les propositions? Alors, d'abord, pas de procès d'intention. Le fait que l'on ait recours à un AMO ou à un consultant pour aider à analyser les propositions n'est pas en soi un risque en matière de secret des affaires, pas plus que si les offres étaient analysées par directement les agents de la personne publique. En revanche, c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre et je trouve que même si cela peut paraître assez formel, que l'engagement de confidentialité qui rappelle effectivement les obligations, en l'occurrence de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, mais également les risques, et notamment le risque de délit pénal en matière de violation du secret professionnel, peut-être un élément, une démarche relativement utile et vertueuse. Lorsque l'on a par ailleurs des doutes, une autre solution que j'ai déjà été amené à mettre en œuvre consiste à soumettre à l'assistant à maîtrise d'ouvrage des offres anonymisées, ce qui permet de limiter, pas d'écarter tout risque, mais en tout cas de limiter les éventuels risques en matière de violation de secret des affaires. Dernière question, si vous le souhaitez. Alors, on a encore beaucoup. Oui, ça c'était plus délicat de modifier le cahier des charges quand le besoin de la personne publique doit être sincère, effectivement. C'est ce que j'évoquais. Alors, dans un accord cadre multi-attributaire, à la notification, si un des attributaires souhaite savoir le nombre de candidats ayant déposé une offre, doit-on le communiquer? Alors, ce qui est certain, c'est que la CADA considère que le nombre de candidats ayant déposé une offre est une information qui est parfaitement communicable. Est-ce qu'on doit tempérer cela dans le cadre de l'accord cadre multi-attributaire? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai que c'est une indication sur l'intensité de la concurrence. En pratique, côté personne publique, ce que je ferais moi, c'est que notamment si le nombre
de concurrents est limité. Alors normalement, accord cadre multi-attributaire, le nombre est connu parce qu'il a été affiché d'emblée. Mais imaginons qu'on soit dans une hypothèse dans laquelle il y avait moins de candidats que d'attributaires potentiels. Dans ce cas-là, c'est vrai que j'aurais tendance stratégiquement à pas forcément communiquer l'information et à considérer qu'elle est couverte par le secret en m'appuyant sur la doctrine CADA, quitte à ce que l'entreprise qui a demandé communication de cette information elle-même demande un avis CADA, mais c'est vrai que stratégiquement, dans le doute, je le communiquerai pas. Dans cette hypothèse où il y aurait du coup peu de concurrence pour maintenir, en tout cas facialement, une certaine intensité concurrentielle. En tout cas, côté personne publique, c'est la stratégie que j'adopterai. Alors, j'ai un participant qui a posé quand même une question un peu spécifique. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. Donc, c'est la 4e question. Les offres détaillées ne sont pas communicables, mais les factures, oui, qui sont parfois détaillées. Comment devons-nous procéder si un prestataire demande l'accès aux factures? Alors, les offres détaillées ne sont pas communicables, mais les factures, oui. Alors, je comprends la question comme est-ce que si un tiers demande communication de factures reçues par la personne publique et il s'avérait que ces factures sont détaillées, moi j'aurais tendance à occulter le détail dans la facture. Si la facture concerne, on est bien là sur une facture d'exécution d'un marché public qui est censé traduire le détail et le contenu, les prix détaillés du titulaire du marché public, j'occulterai le détail au sein de la facture. Écoutez, Maître Neveu, je vous remercie pour cette présentation très claire et pour vous être prêté au jeu de ces questions-réponses. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir répondre comme ça de but en blanc à des questions qui vous sont transmises directement. Et donc, je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et pour toutes les questions posées. Et donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux rendez-vous experts. En attendant, vous pouvez consulter notre base de données Moniteur Juriste qui est régulièrement mise à jour. Je vous remercie. Merci à toutes et tous. Merci.